Bonsoir madame, bonsoir messieurs. L'année électorale 2023 approche à grands pas. Parmi les nombreux défis, il y a notamment l'identification de la population qui devrait aboutir à la délivrance du fichier national de la population et aussi à la délivrance de la carte nationale d'identité. Opération très longue, il faut le dire, opération préalable qui fait douter d'ailleurs dans plusieurs milieux de la tenue des élections à l'échéance constitutionnelle. Et ce soir, la parole sera donnée au numéro 1 de l'ONIP, Monsieur Richard Ilunga. Merci d'être là. Vous êtes directeur général de l'Office national d'identification de la population. Merci au nom de tous les téléspectateurs. Alors, monsieur le directeur général, plus de 10 ans d'existence depuis la création de votre office. Sur le terrain, rien du tout. À quoi donc aura servi sa création? En d'autres termes, quelles sont les missions qui sont dévolues à votre organisme? Bonjour, je salue d'abord tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Et je vais vraiment profiter de cette occasion pour éclairer toute la population sur l'ONIP. Déjà dans votre introduction, vous avez fait le lien direct entre les élections et l'ONIP, alors que ce n'est pas vraiment cela qu'il faudrait faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, l'ONIP a été créé en 2011 par décret du Premier ministre Adolphe Mouzito. Mais, puisque vous parlez de 10 ans, il faut savoir que... déjà là. Non, il faudrait savoir que les premiers mandataires de l'ONIP sont arrivés en 2014. Donc il y a eu 3 ans sans mandataire. Donc c'est à peu près... Cela était dû à quoi? Ça, il faut demander à ceux qui devaient le faire. Donc, les premiers mandataires sont arrivés en 2014 et je peux même vous assurer que dès 2011, avant même la création de l'ONIP, par le biais du ministère de l'Intérieur et de la CENI d'alors, il y a eu l'appel d'offres pour trouver un partenaire et réaliser toutes les missions dévolues à l'ONIP. C'est vous dire que l'ONIP n'est pas resté sans rien faire, mais je voulais aussi éclairer la lanterne de ceux qui vont nous suivre pour dire que le grand problème de l'ONIP, c'est cette sorte de dualité qu'il y a toujours entre l'identification et l'enrôlement des électeurs, qui est constitutionnel, surtout l'enrôlement des électeurs, c'est constitutionnel, et l'identification de la population. Souvent, dès que et aussi le recensement dans l'ensemble. Oui, c'est le recensement administratif. C'est le recensement administratif. On pourra parler parce qu'il y a le recensement scientifique qui est fait par l'Institut national de statistique. Alors, systématiquement, il faut savoir que systématiquement, quand l'ONIP relève la tête, les gens sont tentés de croire, avec un mot qui fait souvent succès dans le langage politique, il commence à parler de glissement. Et souvent, le gouvernement est entre deux chaises. Financer l'identification générale de la population ou procéder à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. Et les moyens à disposition du gouvernement, ces temps-là, ne permettaient pas de faire les deux à la fois. C'est pour ça que je salue le gouvernement actuel qui a trouvé une solution à cela. Et la solution, c'est le fait d'aller ensemble, de la mutualisation dont on parle. C'est-à-dire voir les opérations qui peuvent se faire ensemble et essayer de faire des économies d'échelle afin que les moyens mis à la disposition pour ces opérations-là soient supportables par le Trésor public. D'accord, monsieur le directeur général, est-ce que l'identification ne devrait pas donner en fait le fichier à la CENI sans passer par l'enrôlement comme tel? Je vous ai déjà parlé du mot. Le mot tabou, le mot mystique, le mot mystérieux de glissement. Dès que ce mot-là sort de la bouche des politiciens et que ça se banalise, ça se vulgarise, les gens croient à ce qui n'est pas vrai. L'idéal dans tous les pays du monde,
c'est d'avoir une base de données à partir duquel on tire, à partir de laquelle on tire les gens ou les membres de la population ayant l'âge d'être électeurs. C'est à travers cette base de données. Mais bien évidemment, comme cette base de données en République démocratique du Congo, malheureusement, n'existe pas, chaque fois que les élections s'approchent, on est tenté de procéder à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. Et pour 2023 également, puisque on a traîné de commencer l'émission de l'ONIP, on est obligé de, je crois que c'est pour la toute dernière fois, de laisser la CENI identifier et enrôler les électeurs pour rassurer tout le monde. Je crois que le problème est à ce niveau-là. Ça se passerait comment? C'est ce que vous appelez mutualisation. Absolument. Oui. Mais en fait, ça se passerait comment alors? Oui, en fait, la mutualisation, c'est le fait que il y a eu 3 structures de la République qui ont des missions importantes pour toutes ces 3 structures, c'est-à-dire la CENI, l'Institut national de statistique et l'Office national d'identification de la population, l'ONIP. Ils avaient 3 missions et ils se sont tous retournés vers le Trésor public pour solliciter les moyens de réaliser leur mission. Et bien évidemment, regardant les missions, le gouvernement a réuni les 3 structures pour poser une question claire et nette. Est-ce que parmi les procédés, parmi dans votre plan opérationnel, y a-t-il des opérations que l'on retrouve dans les 3 structures? Et on a constaté qu'il y avait des opérations, notamment la cartographie, qui est la première de toutes les opérations des 3 structures, qui était commune aux 3, et une partie de l'identification de la population qui était commune à l'ONIP et à la CENI. Une partie, cela signifie quoi? C'est ce que je veux vous dire, parce que l'ONIP est censé identifier toute la population, de l'enfant qui naît jusqu'au vieillard. Voilà, c'est toute la population que nous devons identifier. Et on va même au-delà parce qu'on doit aussi identifier les étrangers qui résident en RDC et même les Congolais qui résident à l'étranger. Alors, il y a une seule partie qui nous unit et nous réunit, ce sont ceux qu'on appelle au niveau de la CENI les électeurs et qu'au niveau de l'ONIP nous appelons les majeurs. C'est ça qui nous unit en très très grande partie. Alors, à partir de là, le gouvernement a bien identifié le problème et nous a demandé de mutualiser ces opérations-là qui sont communes aux 3 structures. Bon, alors, concrètement, ça se passera comment? C'est ça le problème, vous l'avez dit. L'enrôlement, c'est pour des citoyens âgés d'au moins 18 ans. Vous, l'identification, c'est tous les Congolais. Mais comment allez-vous arriver à constituer un fichier commun? C'est ça le problème. Non. Nous allons procéder à l'identification de la partie de ce qu'on appelle les électeurs et que nous appelons les majeurs de plus de 18 ans. Nous allons le faire ensemble. C'est ça qui explique la mutualisation. Ces opérations seront faites ensemble, CENI et ONIP. La cartographie, on l'a fait à 3, avec l'INS. Quand on termine la cartographie, l'INS s'envole, parce que j'aimerais dire à tous qu'il n'y a pas de fusion. Ce n'est pas une fusion, c'est juste des opérations bien déterminées et bien délimitées qui seront faites ensemble. Donc, dès qu'on termine avec la cartographie, l'INES s'en va, comme je viens de le dire, et nous restons avec la CENI. Il est maintenant question que l'opération d'identification tienne compte à la fois des variables de la CENI et des variables de l'ONIP. Parce que l'ONIP a un peu plus de variables que la CENI. Alors, vous mutualisez les opérations, vous allez également mutualiser les moyens financiers et même humains. Absolument. Et comment cela? C'est-à-dire que pour réaliser ces missions, en général, la CENI engage des citoyens de la République. La CENI les forme pour utiliser des machines qui sont à sa disposition, qu'on appelle les kits. Mais bien évidemment, il est normal que puisque
le trésor public, le contribuable congolais, a investi dans la formation, dans le recrutement de ces personnes-là, dès qu'on termine notre opération mutualisée, qu'on ne les mette pas de côté. Parce qu'il faut savoir que l'ONIP est là pour la pérennité, alors que l'opération de la CENI est limitée dans le temps. Donc, nous allons récupérer une partie, j'allais même dire les meilleurs d'entre eux, d'entre ceux qui vont procéder à l'identification et à l'enrôlement des électeurs, c'est-à-dire à l'identification de la population pour l'ONIP, pour continuer avec eux. Donc c'est déjà à ce niveau-là, vous comprenez que nous faisons des économies d'échelle extraordinaires pour ne pas pousser le trésor public à faire des dépenses parfois inutiles, alors qu'il y a moyen, en faisant cette coalition, de faire des économies importantes. Alors vous travaillez déjà en commun avec la CENI et avec l'INS? Nous travaillons en commun, nous avons fait une descente avec l'INS au Congo central. Non, c'était au Bandoudo à Massimanimba. Nous travaillons avec la CENI. Il y a des agents de l'ONIP et de la CENI qui sont en Corée pour essayer d'adapter les machines à cette mutualisation. Nous travaillons ensemble. Il y a pas, et je salue d'ailleurs et le président et tout le bureau de la CENI, parce que l'idée de mutualisation a toujours germé dans la tête des présidents de la CENI et du ministère de l'Intérieur, qui est notre tutelle, mais c'est grâce au bureau actuel que c'est devenu une véritable réalité. Alors, ça vous coûterait combien cette mutualisation? Non, ça coûterait combien, on fera le compte. Déjà l'appel d'offres lancé par la CENI pour acheter des machines et tout ce qui est comme annexe à cette opération a coûté à peu près 92 ou 98 millions. C'est-à-dire que c'est pour nous un investissement aussi pour l'ONIP, parce qu'il faut savoir que les machines reviendront à l'ONIP. Alors, après, notre stratégie, vu qu'il y a une partie de la population qui a été déjà identifiée via cette opération, nous avons continué avec la segmentation de la population, une certaine catégorisation pour mettre en place une nouvelle stratégie d'identification de la population que nous appelons la stratification. Nous allons procéder à l'identification par stratification. Et nous avons pu mettre en place 10 strates. Les strates, c'est ces catégories, ces segments de la population. Et avec les 10 strates, nous allons continuer et nous sommes en train de travailler sur les plans opérationnels de toutes ces strates-là afin de donner maintenant ce qu'il reste à faire et qui ne dépend que de l'ONIP. Parce qu'il faut savoir qu'après ça, il faut bien constituer la base de données de la population, la base de données qui va contenir toutes les données, à la fois celles qu'on va récupérer via notre opération avec la CENI et le reste de la population, et aussi entamer la construction du centre de personnalisation pour donner les cartes d'identité à toute la population. Au moins la cartographie est déjà terminée. La cartographie, c'est fini, mais en fait, il faut savoir que malgré que nous sommes en mutualisation, nous avons reçu des instructions claires du président de la République et du Premier ministre. Faire en sorte de ne pas prendre une seconde supplémentaire à la CENI. Ça veut dire simplement que la feuille de route que nous suivons dans la partie mutualisée, c'est la feuille de route de la CENI. La CENI a terminé avec sa cartographie. Mais vous êtes déjà en retard, monsieur le directeur général. Qui est en retard? À mon avis, oui. À mon avis, quand je regarde la feuille de route, je vous dis que vos opérations devraient vous prendre au moins une année. Non. Je vous ai bien dit que nous suivons la feuille de route de la CENI. Oui. Si vous me dites que la CENI est en... Attendez, si vous me dites que la CENI est en retard, je vais comprendre. Mais moi, avec la CENI, ils ont dit l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs commence au mois de décembre et se termine au mois de mars. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont en retard puisqu'ils travaillent déjà. Il y a eu même des tests de ces kits-là. Ça veut dire qu'on est dans les temps. Et je peux vous assurer que notre stratégie d'identification par stratification
va nous faire gagner du temps extraordinaire. Oui, parce que ce que vous ne savez pas... Est-ce que vous avez déjà évalué les difficultés sur le terrain, par exemple? Mais c'est juste... Il y a les transports, il y a c'est tout ça. Le pays est trop vaste. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. On n'est pas en retard, puisque dans la programmation de la CENI, l'identification et l'enrôlement commencent au mois de décembre. Et nous sommes partie prenante de cette opération-là. Donc on n'est pas en retard. Et pour le reste, je vous ai parlé des strates ici. Il faut savoir que toutes nos strates sont déjà en commission avec les segments concernés. Par exemple, il y a la strate des élèves. Nous sommes en train de travailler avec l'EPST via ces structures, CERNI et SECOPE. Nous sommes en train de travailler avec les militaires pour savoir comment on va identifier au niveau de l'armée. Nous sommes en commission avec la police. Ils ont déjà 3 jours. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler déjà au niveau de la police. Nous serons prêts à continuer. Et vous devez savoir que ce qui est exceptionnel et ce qui est bien réfléchi au niveau de l'ONIP, c'est cette stratification. Parce que je prends l'exemple des élèves. Nous ne demanderons pas aux élèves de venir faire la file quelque part. Quand on raisonne d'ailleurs, pour un peu rigoler, on dit c'est la stratégie de Mangwele. Donc on va aller vers les élèves dans les écoles. Dans les écoles, on va utiliser même la stratégie des examens d'État pour faire parvenir les fiches d'identification des élèves chez eux. Ils vont remplir et après, nous ne passerons que pour prendre les empreintes pour constituer cette identification-là. Donc, rassurez-vous. Et d'autres catégories, surtout dans les milieux ruraux, par exemple, comment vous allez procéder? Ce sera le porte-à-porte? Quelle catégorie? Il y a des écoles, vous avez été jusque dans les villages, il y a des écoles. Oui. On ira dans ces écoles-là. Même si c'est dans des cases, on ira. Et nous ne voulons pas déranger les élèves. Nous voulons aller les identifier là où ils sont censés être sans qu'on les oblige. Non, voilà la stratégie. Leurs parents, par exemple. Mais les parents, ils seront déjà identifiés via les électeurs. C'est les électeurs. Oui, oui. Vous avez compris, les plus de 18 ans seront identifiés par l'opération avec la CENI. Le reste, le problème, c'est le reste. Comment allons-nous faire pour le reste? C'est pour ça que je vous explique que la stratégie d'identification par stratification. La police, nous irons vers la police. L'armée, nous irons vers l'armée. Les élèves, nous irons vers les élèves. Même les réfugiés, au lieu de les appeler, nous irons là où ils sont censés aller. C'est-à-dire, on va travailler avec le HCR et la Commission nationale des réfugiés de la RDC. Donc, nous avons mis en place une stratégie qui va nous permettre très vite, d'avoir une base de données de la population très fiable et très viable. Vous avez tenu compte de l'insécurité dans une partie du pays? Vous savez, l'ONIP, c'est une structure technique. C'est une structure technique, mais quand nous avons approché et l'armée et la police, nous avons mis ça sur la table. La sécurité de notre pays dépend de l'armée, de la police et de tout ce qui tourne autour des enjeux sécuritaires. Et nous dépendons aussi, vous devez le savoir, notre tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Ils vont garantir cela pour nous et nous irons partout où nous pourrons pour identifier les Congolais. Mais il y aura quand même des milieux inaccessibles. Ça il faut prévoir déjà. Ce que moi je prévois, c'est que cette guerre-là date d'il y a quelques années et je me souviens qu'en 2016-2018, la CENI est allée partout. Alors, nous allons utiliser la même méthode pour essayer d'aller partout. Et je crois que personne ne voudra être en marge de la base de données de la population parce que dans quelques années, quand je dis quelques années, c'est une année ou deux, tout le monde va se référer à cette base de données pour démontrer qu'il est bien congolais, il a une carte d'identité et qu'il fait partie de notre population. Alors ça va se passer comment à l'étranger? Bon, à l'étranger, c'est aussi une strate que nous appelons la strate des Congolais de l'étranger. Alors cette strate a déjà déposé son rapport parce que nous avons travaillé avec la direction des affaires étrangères qui s'occupe des Congolais vivant à l'étranger. Avec eux, nous avons pu faire un rapport et nous savons comment nous allons
nous avons 67 représentations diplomatiques. Nous allons les utiliser et nous sommes même en train de travailler sur ceux qui sont dans des pays qui sont très éloignés de ces représentations-là, parce que nous ne voulons pas laisser en route un seul Congolais sans l'identifier et le mettre dans la base de données. Donc vous pouvez vous rassurer, et en gros, nous sommes même en train de réfléchir au-delà de ce qui nous est demandé. C'est-à-dire que la majorité des Congolais qui sont à l'extérieur ont souvent une double nationalité, une autre nationalité. Ils ne sont pas censés être identifiés par cette opération. Parce que cette opération, c'est l'identification des Congolais, donc ceux qui ont gardé la nationalité et qui sont à l'étranger. Alors, nous avons pensé, nous allons proposer au gouvernement de mettre en place aussi ce que nous appelons une base de données d'attente. Cette base de données, ça sera une base de données d'attente pour tous ceux qui veulent, et qui, en fait, tous ceux qui ont une autre nationalité et qui souhaitent être dans cette base de données. C'est une base de données dont on va tenir compte. Nous sollicitons même que ceux qui seront dans cette base de données aient une carte spéciale qui va leur permettre, par exemple, de venir en RDC sans visa. Et cette base de données a comme objectif, comme en fait, on le sent dans l'environnement politique actuel, que la tendance est petit à petit à accepter que les gens aient plusieurs nationalités. Le jour où cela va se déclencher au niveau de notre constitution, nous n'aurons qu'à aller reverser dans la base de données plutôt que de commencer une autre opération qui va coûter cher au Trésor public. Mais c'est des propositions qui doivent encore être adoptées au niveau du gouvernement et peut-être même au niveau du Parlement. Alors, l'identification ne concerne pas que les Congolais, il y a aussi les étrangers. Les étrangers qui sont en RDC, c'est pour ça que je vous ai parlé déjà des réfugiés, mais même au niveau des étrangers résidant en République démocratique du Congo, il y a une commission qui est en train de se mettre en place entre la Direction générale des migrations et l'ONIP. Donc vous voyez que cette stratification nous permet d'atteindre tous ceux qui s'occupent des catégories des populations dont on a besoin et ce qui va faire accélérer. Nous comptons d'ailleurs, c'est presque un scoop que je vous dis, dans notre approche, nous souhaiterions les identifier dans les bureaux de la DGM. Dans les bureaux de la DGM. Voilà, les étrangers qui sont en République démocratique du Congo. Alors, puisque la DGM est partout en République démocratique du Congo. C'est des propositions. En prenant la précaution de ne pas les retrouver dans le fichier national de la population. Mais justement, pour la première fois, au niveau de notre fichier de la population, on met la population congolaise et étrangère. Tout le monde sera dans la base de données. On n'a pas dit qu'ils auront leur base de données à part, mais ils auront leur statut d'étranger et il y en a qui auront leur statut de Congolais. C'est comme ça que sera la base de données. Et tout le monde va se retrouver là-dedans, il n'y a pas à les exclure de la base de données de la population. Quand on parle de la population, c'est les Congolais vivant ici, ce sont les étrangers qui ont décidé de résider avec nous en République démocratique du Congo et les Congolais qui sont à l'étranger. Dans un pays où la question des nationalités est toujours d'actualité, là, dans notre pays. Oui, c'est une question d'actualité. Je vous ai dit, nous sommes une structure technique. La nationalité est définie. Nous allons la prendre telle qu'elle est définie à ce jour. Dans la Constitution. Dans la Constitution. Donc nous allons en tenir compte. Nous ne pouvons faire autrement. Tous les autres problèmes seront réglés au niveau, j'allais dire, politique. Et nous sommes une structure technique. Nous allons appliquer ce qui sera décidé au niveau politique dans les approches. Alors, la carte d'identité, monsieur le directeur général, elle sort quand ? Nous l'aurons quand nous sommes les seuls pays au monde où les citoyens n'ont pas de carte d'identité. Puisque je parlais de feuille de route, si la feuille de route est respectée, je crois qu'au plus tard, à la fin du mois de juin, la première carte sera donnée aux premiers citoyens de notre pays. C'est ça l'objectif de l'ONIP et nous nous battons pour cela. Mais avant ça, d'ailleurs, nous allons très très bientôt lancer l'opération de design de la carte. Nous aimerions que la population s'implique pour sa propre carte. C'est la carte de la population, c'est la carte du citoyen. Nous voulons l'implication du citoyen et nous allons lancer un grand concours avec
avec le soutien du gouvernement de la République. Et ce concours va impliquer toutes les autorités de la République qui vont choisir les 5 plus belles cartes ou les plus beaux designs qu'on va nous proposer. Et à partir de là, nous allons donner au chef de l'État les 5 propositions qu'ils choisissent la carte d'identité du Congolais. Oui, mais cette opération devrait déjà commencer, monsieur le directeur général. Pourquoi attendre le mois de juin alors que... Non, c'est que vous n'avez pas compris. La carte d'identité, c'est au mois de juin parce que dès qu'on termine avec la base de données de la CENI... On peut l'imprimer avant. Non, on n'imprime pas la carte avant. Le design on le sortira probablement le 31 décembre. Probablement. Ça, c'est avant. Ça, c'est pour le design. Mais la carte d'identité dont je parle, c'est une carte d'identité personnalisée. Ça veut dire que dès qu'on termine avec la CENI, nous ne donnerons pas directement la carte d'identité. Nous attendrons le dédoublement. Vous savez, on est en train de s'enrôler. Il y a des gens qui s'amusent toujours à s'enrôler à plusieurs reprises. Donc nous ne pouvons pas donner cette carte-là qui doit être sécurisée, donner ça directement. Nous allons attendre. C'est pour ça que quand on termine au mois de mars, nous donnons le temps de viabiliser, de fiabiliser la base de données avant de commencer à donner la carte d'identité. Mais avant ça, le design de la carte doit être connu. Et c'est par rapport à ce design-là que nous allons lancer un concours. Je connais des génies, même au niveau de l'Académie des Beaux-Arts. Ça sera un très beau prix sous la houlette du Premier ministre de la République. On va essayer, il y aura un comité qui sera en place pour choisir les meilleures cartes possibles. On va en tirer 5 qu'on va soumettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui choisira la carte d'identité, le design de la carte d'identité définitive de la République. C'est un travail très gigantesque, surtout dans ces pays où les moyens de déplacement, les moyens de locomotion font défaut. Est-ce que vous avez déjà l'acquisition de tous ces moyens-là, au moins, a déjà débuté à travers tous les pays ici? Oui, mais... Quand vous allez dans des tout petits villages, et pour aller d'un village à un autre, il faudrait traverser soit les rivières et parcourir des montagnes, et c'est sur des sentiers, parfois il n'y en a même pas. Mais comment allez-vous atteindre en fait toutes les couches de la population que venez de désigner sous forme de strates ici? Oui, mais nous avons pour l'ONIP ce que nous appelons strate pilote. Notre strate pilote, c'est l'identification et l'enrôlement des électeurs. Puisque chaque fois, vous savez, ça sera la 4e fois que dans notre pays, on va identifier et enrôler les électeurs. Et chaque fois que ça a été fait, je crois que ça s'est terminé par un grand succès. On n'a jamais entendu qu'il y a un territoire où les gens n'ont pas été enrôlés. Ça n'existe pas. Et nous allons surfer sur cela, nous allons nous baser sur cela, parce que finalement, notre pays, tout en n'ayant pas de carte d'identité, a l'expérience des opérations d'identification de la population. C'est comme 2 gouttes d'eau, l'identification qui sera faite par l'ONIP et celle qui est faite par la CENI. Donc nous avons l'expérience, on n'a pas de crainte à ce niveau-là. La petite crainte, c'est les dimensions sécuritaires, mais nous sommes assurés que le pays va s'engager à faire en sorte que tout Congolais, où qu'il soit identifié et se retrouve dans la base de données de la population. Alors, sur le terrain, les opérations de sensibilisation n'ont pas encore démarré. Pourtant, c'est très capital. La CENI, comme vous, l'ONIP, vous devriez commencer par là. Nous sommes des citoyens congolais. On n'a jamais vu, à travers nos cités, vos agents parcourir au moins bénéficier des opérations de sensibilisation. Tout ce qu'on voit de temps en temps, c'est peut-être les agents de la commune, les gens on appelle ça comment, de l'état civil. Oui, c'est ça, qui viennent avec des fils pour pointer, combien de personnes il y a là-bas, combien d'hommes, combien de femmes, et puis ça passe. Mais au moins, vous deviez commencer par ces opérations d'information et de sensibilisation. Ça, au moins, je crois qu'il est encore grand temps. Oui, absolument. Nous nous tournons d'ailleurs vers
le ministère du Budget, le ministère des Finances pour ça. Ça demande des moyens et nous avons déjà sollicité ces moyens et je crois que d'ici quelques jours, nous aurons ces moyens-là à notre disposition parce que c'est très important. C'est la vérité que quand je dis à quelqu'un je suis le DG de l'ONIP, souvent on me demande l'ONIP c'est quoi. C'est quoi, oui. Mais ils savent par contre qu'il y a une structure qui doit donner la carte d'identité. Il faut que les deux se marient dans la tête de tous les Congolais parce qu'ils attendent. Tous ils parlent, tous c'est la carte d'identité. Mais bien évidemment, ils ne font pas directement le lien. Ça, c'est la sensibilisation. Et nous allons faire une sensibilisation extraordinaire. Nous irons partout, nous parlerons aux gens. Parce qu'en réalité, l'identification, c'est un besoin. C'est un besoin incontournable pour une nation. Vous imaginez que nous sommes dans une nation où on ne connaît personne. On ne connaît le nom de personne, on connaît l'adresse de personne. On ne connaît personne finalement. Et ce n'est pas normal. Comment peut-on gérer administrativement une population que l'on ne connaît pas? C'est pour ça que je salue la détermination du Premier ministre, qui est le président du comité de pilotage de la mutualisation et qui est avec nous pratiquement au moins 2 fois par mois pour voir l'état d'avancement. Et je salue la vision et la détermination du chef de l'État parce que souvent, quand on dit, vous avez dit 10 ans, on n'a pas travaillé, mais souvent, si on ne va pas jusqu'au bout, c'est parce qu'à un certain moment, c'est la dimension politique qui craque face aux élections. Donc, j'ai vu et je vois comment ils tiennent bon par rapport à cela. Je peux vous assurer que dès le mois de juin, vous allez voir la première carte et nous allons continuer. Sachez que nous ne sommes pas limités dans le temps. Notre opération pour donner les cartes d'identité est pérenne. Nous allons nous greffer à l'administration et nous allons continuer à donner les cartes d'identité. Tout en insistant auprès de l'opinion que ces opérations et surtout la délivrance de la carte seront gratuites. La carte sera payante? La carte, vous savez, la carte d'identité, il faut acheter, doit être payante. Nous sommes en train de travailler sur le prix le plus bas possible. Vous savez pourquoi les cartes... Je vais vous dire, attendez, je vais vous expliquer. Pourquoi ne pas donner gratuitement? Laissez-moi vous expliquer. Vous savez pourquoi les cartes vertes ont disparu? Les cartes bien paires. Les cartes bien paires. Oui. Vous savez, les gens voient les cartes. La carte elle-même, en tant que carte, a un coût. Oui. A un coût. Je donne un exemple. Disons le coût de la carte est de 2-3 $. C'est un exemple. Si on parle de 3 $ et qu'il faut donner la carte peut-être à 60 ou 70 millions, et à tous ceux qui auront 18 ans, il faut que systématiquement on investisse. Mais bien évidemment, c'est une décision politique, ce n'est pas une décision de l'ONIP. Mais en tant que technicien, en tant que gestionnaire d'un établissement public, j'aimerais qu'il y ait des revenus qui sont indépendants du trésor public pour assurer la pérennité d'une carte d'identité. C'est un choix. Mais ce choix-là, nous allons nous incliner. Le gouvernement peut décider autrement. Oui, c'est ça que j'ai dit. Nous allons nous incliner, mais vous savez, je vous dis, c'est un avis personnel, hein, mais pour la gestion, la bonne gestion de l'ONIP, il ne serait pas mieux que ça soit une carte gratuite, mais que ça soit une carte la moins chère possible. Et ça, on peut travailler avec tous. Il y a un coût. Vous savez, tous les jours, il y aura des gens qui auront 18 ans et qui viendront solliciter des cartes. Tous les jours. Tous les jours. Et ces gens-là, il faut leur donner des cartes. Nous ne voulons pas après qu'on dise, nous attendons les cartes qui vont venir parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter. Et ça vient souvent parce que dès le départ, on a pris une décision sans tenir compte du coût. Moi, je sollicite simplement qu'il y ait une discussion autour du coût de la carte. Mais en tant que directeur général de l'ONIP, ma proposition est que la carte soit la plus sociale possible, la moins chère possible, mais qu'elle ne soit pas gratuite parce que la carte a un coût. Qui prendra éternellement en charge le coût de la carte? Et puis les gens peuvent perdre leur carte. Non, c'est un travail qui nécessite vraiment que l'on réfléchisse et que la prise en charge soit bien réfléchie pour qu'il n'y ait personne, pour que chaque fois qu'on a besoin d'une carte, dans un délai raisonnable, on ait la carte. Si on se laisse aller,
par l'idée de la gratuité, qui n'est pas, je ne suis pas contre, mais il faut qu'on discute de la prise en charge du coût de la carte. Alors, on aura d'une part la carte d'identité et d'autre part la carte d'électeur. Comme dans tous les pays. Vous savez, si on avait déjà la base de données, la CENI aurait décidé comme elle veut. Elle peut dire, nous allons envoyer des fiches, nous allons envoyer une lettre, nous allons envoyer... C'est la carte d'identité qui assure tout, qui confirme que la personne qui vient, que ce soit avec la carte d'électeur, que ce soit avec une fiche, que ce soit avec un carton, est bel et bien cette personne-là. C'est ça ce qu'il faut. Et c'est vraiment, pour cette année, nous allons même donner en même temps que la carte d'électeur pour le premier tour, un récépissé qui atteste que la personne a été identifiée par l'ONIP. Donc il y aura non seulement la carte d'électeur dans un premier temps, il y aura ce récépissé-là. Et ce récépissé-là sera retiré le jour où vous recevez votre carte d'identité définitive. Voilà la stratégie qui a été mise en place par l'ONIP et qui a été approuvée par le comité de pilotage. Alors, du moins, les autres opérations seront gratuites. L'identification, oui, l'identification est gratuite. L'identification est gratuite. Oui, puisque ça se fait une seule fois. Souvent, il y a des abus sur le terrain. Non, on va identifier une seule fois. Oui. On va identifier et ça ce n'est pas payant. Mais enfin, quand je dis une fois de plus, il faut que chacun systématiquement soit conscient. Parfois, on néglige les efforts du gouvernement qui sont investis dans les opérations que l'on voit. C'est vrai que l'identification est gratuite, mais l'identification a un coût. Oui. Et ce coût-là est pris en charge par le Trésor public. Quand on vous dit que l'appel d'offres, le Trésor public a payé, je crois, 98 millions, mais c'est un investissement, un gros investissement. Heureusement que cela est simplement ponctuel. Après ça, ils n'auront plus besoin d'investir. Et je peux vous assurer aussi que l'ONIP a déjà mis en place les stratégies pour son autofinancement. Nous ne sommes pas une structure qui sera prise en charge en permanence par le Trésor public, mais nous allons générer des moyens qui vont permettre justement à la langue de continuer à nous autofinancer sans aucun problème. Ce sera l'unique moyen de survie pour l'ONIP? Qu'est-ce qui sera l'unique moyen? Les cartes. Les cartes? Non. Vous savez, la base de données de la population, c'est une base de données qui génère beaucoup de moyens. Oh. Oui. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la monétisation d'une base de données. Dans quelques mois seulement, tous ceux qui viendront interroger cette base de données, qui viendront pour la vérification, pour l'authentification, pour le contrôle d'une identité, devront lâcher quelque chose. Pour même le numéro de téléphone. Partout où vous allez, le numéro de téléphone doit être lié à l'identité d'une personne. Et tout ça, ça ne sera pas gratuit. Nous allons travailler pour que ce soit le minimum possible, mais ça, ce n'est même pas au niveau du citoyen. Mais toutes les vérifications, les banques, avec leurs clients, ils doivent confirmer les identités des clients. Tout ça, ça sera des sources qui vont générer des moyens pour l'ONIP, pour le fonctionnement de l'ONIP, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que nous serons présents avec le temps. Nous sommes en train d'aller palier par palier. Nous allons être présents jusque dans les villages. Il ne faut pas que quand quelqu'un perd sa carte, qu'il fasse 10 km ou 50 km pour avoir les cartes. Mais c'est avec le temps qu'on va arriver. Alors il faut prendre en charge tout ce personnel pour bien fonctionner. Donc nous allons générer les moyens. D'ailleurs, on a fait une proposition que je trouve, moi, unique, extraordinaire et qui peut faire école, c'est que plutôt que de solliciter systématiquement le partenariat public-privé, nous sommes en train de solliciter le partenariat public-public. C'est-à-dire que le Trésor public investisse et que l'ONIP rembourse. Dans les 5 ans, on pourra rembourser. Même le Trésor public. Ça sera unique, mais nous n'avons pas peur de ça. Nous voulons que ce soit comme ça, afin que ceux qui viennent, les partenaires avec qui nous allons travailler, ne viennent que pour la technologie. Ils apportent la technologie, bien évidemment, ils vont investir dans ça, ils vont aussi gagner. Parce que le risque, et ça je le souligne, je suis devant la radio-télévision nationale congolaise, c'est que, je le dis déjà, je ne souhaiterais pas que, à un certain moment, on ne soit pas en mesure de rembourser
et que les données de la population de la République démocratique du Congo soient prises en otage pour une raison ou pour une autre, surtout pas pour des raisons financières. Donc pour cela, il faut que le gouvernement qui a déjà investi en achetant les kits continue pour faire la base de données, qu'il continue pour faire le centre de personnalisation. Et dès que la première carte va sortir, il y a moyen de prendre en charge. Alors, vous avez déjà commencé à former le personnel technique pour toutes ces opérations? Non, le personnel technique a été engagé. Nous continuons, nous sommes à 170 pour le moment. Il y a de l'expertise. 170 personnes. Nous sommes en train de travailler. C'est trop peu, ça. Non, nous ne sommes pas encore déployés. C'est pour ça que je dis que, d'abord, il faut savoir que l'ONIP est en train de travailler avec le gouvernement sur la récupération d'une partie de la 5e direction du ministère de l'Intérieur. Quand on parle de 5e direction, c'est tous ceux qui sont partout qui travaillent pour la population. Nous allons les récupérer, nous allons mettre en évidence leur expertise, nous allons mettre en évidence leur expérience, parce que c'est des gens qui sont déjà au contact de la population. Les chefs de rue, les chefs de quartier, tout ça, nous allons travailler avec eux, nous n'allons laisser personne. C'est pour ça que quand je parle de 170, c'est les gens qui, au niveau national, sont en train de travailler et de préparer tout ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le DG, vous entendez parler, c'est comme si vous étiez en train de minimiser en fait le temps qui nous reste d'ici l'échéance 2023 et au vu de l'ampleur de toutes ces opérations que vous devez déployer sur le terrain. Mais moi, je ne me retrouve pas. Vous savez, j'aimerais d'abord enlever quelque chose de votre tête. Enlever 2023 dans la tête de ceux qui parlent de l'ONIP. Ah mais... Attendez, non, je vais arriver. Je dis, l'ONIP, ce n'est pas la CENI. La CENI va identifier. Dès le mois de mars, nous aurons la base de données de la population. Nous allons commencer, après dédoublement, à donner les cartes d'identité pour la pérennité. Donc, soyez sûrs que dès le mois de juin, puisque la base de données sera... Vous savez, s'il n'y a pas la base de données des électeurs, il n'y aura pas d'élection. Voilà. Or, nous savons que tout le monde est concentré, toutes les idées, tous les efforts convergent vers la réalisation des élections dans les délais constitutionnels. Et justement, l'ONIP ne fera que profiter, parce que cette base de données va contenir à peu près 90% des gens qui auront la carte d'identité. Nous allons juste y ajouter les policiers, les militaires, quelques témoins de Jéhovah qui ne s'enrôlent pas, parce qu'il faut savoir que l'enrôlement n'est pas... L'enrôlement est facultatif, alors que l'identification est obligatoire. Ça, je dois souligner. L'identification est obligatoire. C'est pour ça que je dis que, bon, si on enrôle à peu près 50 millions, je crois que l'ONIP pourra donner la carte d'identité en continuant, parce que nous allons continuer les opérations pour ceux qui ne viendront pas s'enrôler. Nous allons continuer, on sera peut-être à 60 millions, mais au plus tard, quand je dis c'est au plus tard, on peut dédoublonner peut-être en 1 mois, en 2 mois, et nous donner, dès le mois de mai, la base de données de la population. Et cette base de données des électeurs coïncide, à quelques exceptions près, comme je vous ai dit là, à la population à qui nous allons octroyer la carte d'identité. Donc, nous sommes rassurés. C'est notre stratégie d'identification par stratification qui nous a rassurés. Parce qu'à plusieurs endroits, on a même trouvé des bases de données sectorielles de la population. Les policiers ont été identifiés. Ils ont une base de données. Les militaires, de la même façon. Les réfugiés, ils ont leur base de données. Les étrangers, la DGM est censée avoir la base de données. Les élèves, les PST travaillaient déjà sur la création de cette base de données des élèves. Donc, on va travailler ensemble. Vous voyez que pour pratiquement toutes les catégories, il y a déjà des bases de données. On va les faire, l'état des lieux, on va venir les identifier. On aura même ces bases de données comme des bases de données de vérification, de contrôle. Mais on aura notre base de données pour toutes ces structures. Et comme vous l'imaginez, ça sera des réponses aussi qui vont au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Tout le monde sera content de savoir les élèves sont exactement combien en République démocratique du Congo. Tout le monde voudra savoir les militaires, il y en a combien.
même si au niveau des militaires, ils ne seront pas identifiés dans la base de données comme militaires, c'est des trucs secrets, mais les gens qui auront besoin de ces réponses-là auront leurs réponses. Donc, cette stratégie nous permet d'avancer dans la sérénité parce que les élèves seront identifiés dans les écoles et que les écoles, c'est des structures bien organisées. On connaît le nombre d'élèves par classe, on connaît les noms, on va passer par cela pour les identifier. Alors, donc, je crois qu'il y a de quoi être plus ou moins serein. Justement, pour terminer, est-ce que les moyens suivent régulièrement? Oui, c'est ça le grand problème, parce que vous avez un échéancier que vous devez respecter, mais si les moyens ne suivent pas... Oui et non. Oui, parce que, comme je le dis, et j'aimerais vraiment remercier le gouvernement, quand on paye, quand on donne l'argent pour les kits, c'est pour l'ONIP. C'est l'argent qui va servir aussi à l'ONIP. Les kits, la CENI ne les utilisera que le temps de l'identification et de l'enrôlement. Mais l'ONIP utilisera ces kits-là jusqu'à ce qu'ils s'abîment. Donc les moyens suivent. Donc, non, je dis, ça suit. Oui. Mais, au-delà de ce que je suis en train de dire, il y a des éléments qui doivent être décidés dès à présent et pour lesquels les moyens doivent aussi sortir. Vous savez, pour donner les cartes d'identité, ce n'est pas on prend la base de données et commence. Non, il faut construire le centre de personnalisation. C'est à travers ce centre-là, des machines qui seront dans ce centre, qu'on va commencer à générer les cartes. Et la construction de ces centres et de ces machines peut prendre à peu près entre 8 et 12 mois. Donc, c'est maintenant qu'il faut que l'on commence. L'ONIP, vous êtes déjà installé dans les provinces? Non, dans toutes les provinces. L'ONIP n'est pas installé dans les provinces. L'ONIP va travailler avec la CENI qui est dans toutes les provinces, dans un premier temps. Mais après, nous allons nous déployer. Vous savez, les agents de l'ONIP sont déjà dans toutes les provinces actuellement, en train de chercher les sites, de rencontrer les gouverneurs pour avoir tout ça. Nous sommes en train de travailler sur tout ça. On a beaucoup de provinces où on a déjà des sites octroyés par les gouverneurs de province. Donc, nous serons là, ne vous inquiétez pas. Et déjà, je vous ai dit que partout où il y a le service de la population, l'ONIP prendra une chaise pour se mettre là. Il n'y a pas de problème. Oui, dans toutes les provinces, oui, il y a des services de la population. Vous le savez, oui, voilà. Donc, mettez-vous en tête déjà que l'ONIP est dans toutes les provinces. Mais bien évidemment, là où il n'y en a pas, nous allons nous organiser pour être là. Vous allez recruter les enseignants, par exemple? Non, je vous ai dit, il y a des gens qui seront favorisés, qui seront les premiers à être recrutés. Nous allons commencer d'abord par ceux qui travaillent déjà dans ces missions-là, d'identifier la population, de recenser la population. Il en existe partout, ils quadrillent notre pays. Nous allons commencer par les engager eux. Et d'ailleurs, nous privilégions les engagements, ce qu'on appelle les engagements locaux. Oui. C'est notre contribution d'ailleurs à l'histoire de 145 territoires. Vous savez, 145 territoires, ce n'est pas seulement construire les infrastructures, c'est aussi faire en sorte que les gens qui sont là commencent à travailler et aient des rémunérations. Et l'ONIP va privilégier l'engagement de ceux qu'on appelle les locaux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau des provinces, on appelle ceux qui viennent de Kinshasa la diaspora. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, nous allons privilégier les gens qui sont au terroir, les gens qui sont dans les territoires, dans les secteurs, dans les groupements. C'est les premiers que nous allons solliciter. Ne viendront de l'extérieur que les gens qui pourront peut-être les former et en cas de besoin urgent pour un coin. Mais vous avez besoin de l'expertise étrangère, par exemple, dans la conception et même dans la mise en œuvre de tout ce travail. Oui, bien évidemment, mais... Vous avez appelé à l'expertise. Mais vous savez, finalement, j'ai constaté une chose en étant directeur général de l'ONIP, c'est que on parle souvent de l'étranger, mais on se rend compte que ces étrangers-là sont souvent des Congolais qui sont là-bas. Ils ont cette expertise-là. Ils sont capables et ils viennent nous voir. Je suis très admiratif. Il y en a qu'on a déjà débauchés. Vous savez, il faut toujours profiter. Il y a nos enfants à qui on a investi. Quand on dit école primaire gratuite,
C'est un investissement. Mais ils terminent leurs études, parfois ils vont en Europe et ils commencent à travailler là-bas. C'est une perte pour la nation. Et on essaye, nous, de favoriser que toutes ces structures qui veulent venir avec nous, qui ont des nationaux qui vivent là-bas, de les emmener. Et il y a l'expertise. Je peux vous assurer que même ici, au niveau du pays, il y a beaucoup d'expertise. Mais bien évidemment, on ne construit pas encore les machines et les autres trucs. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un partenariat bien ciblé. On va peut-être acheter tout ce qui est acheté au niveau des partenaires à l'étranger, mais que l'investissement financier vienne du pays, ça va nous aider à dormir tranquille, à ne pas se dire que si on ne paye pas pendant X temps, on aura soit un procès ou on sera bloqué pendant un certain temps, on n'a pas accès aux données de notre propre population. Il faut toujours qu'on n'oublie pas l'histoire. Il faut qu'on interroge souvent l'histoire et je crois qu'avec un effort, un petit effort, enfin je dis petit, il est grand, mais il y a moyen de faire un effort pour que la prise en charge de l'investissement, du financement de tout ce projet se fasse par le Trésor public, parce que c'est une mission qui est une mission éminemment sécuritaire, éminemment souveraine, pour qu'on la laisse dans des mains inopportunes. Alors, monsieur le directeur général, je crois qu'on a terminé. Je vais vous laisser le temps, peut-être vous adresser à la population à laquelle toutes ces opérations sont destinées. Oui, tout ce que je peux dire à la population, c'est de s'approprier les missions de l'ONIP. Les missions de l'ONIP sont des missions claires et j'aime parfois partir d'un exemple clair. Ce pays, c'est comme un père. Cette nation, c'est comme une mère. Notre patrie, la mère patrie. Il faut que l'on connaisse qui est là. Même un papa, quand il ne connaît pas combien d'enfants il a, quand il ne connaît pas où habitent ses enfants, il est même incapable de dire à la fin du mois, il faut acheter 2 sacs de riz ou 2 sacs de foufou ou quoi que ce soit. C'est impossible. Et c'est ça la RDC. Nous ne pouvons pas avoir un pays où quand quelqu'un entre, 5 minutes après, il peut aller à Victoire, prendre une carte d'électeur et devenir dans sa tête congolais. Nous devons avoir un pays où la gestion de la population, où cette gestion doit être moderne, efficace, parce que c'est ça qui caractérise un pays. Donc j'appelle tous les Congolais, où qu'ils soient, de l'étranger ou ici, et même les étrangers qui sont ici, à s'approprier cette grande mission qui mettra de l'ordre dans notre pays. Surtout que dans la base de données, à partir de la base de données, nous allons donner un numéro d'identification nationale. Et c'est ça qui va changer la République. Le NIN va changer la République, va faire en sorte que quand on veut changer de nom, on aille en justice. Ce n'est pas soi-même devant le truc, vous vous appelez comment vous changez de nom. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que cela nécessite l'implication de tous. Et tout le monde va voir que, avant la réalisation des missions de l'ONIP, ne sera jamais égal à après la réalisation de l'ONIP. On verra un Congo mieux organisé, surtout au niveau de la gestion de la population. Voilà. Richard Ilunga, sincèrement, merci beaucoup, monsieur le directeur général, au nom de tous les téléspectateurs, à qui je dis également merci et à bientôt.